J'ai connu la pauvreté toute mon enfance, j'ai pas vraiment joui de vacances, j'ai pas profité comme les autres jeunes. J'ai perdu mon père en 2016, j'ai découvert le dev perso par la suite. En 2 ans, j'ai fait les 1 million d'abonnés. 2 ans, pile poil. Et le deuxième mois qui suit, YouTube me rapporte 900 euros. Le troisième mois qui suit, je gagne encore, je pense, 1000 et quelques euros. Le quatrième mois, je double par 2, 2000 et quelques euros. Ne jamais laisser l'école interférer entre toi et ton éducation. Avant la fin de mes études, je roulais déjà en Mercedes. Je pense que j'ai dû faire pour mon premier produit un truc de un truc comme ça. Pour moi, il y a 3 principes. Tu ne peux jamais devenir riche tant que tu es attaché à ces 3 principes-là. 1. Tu détestes les riches. 2. Tu as peur de l'argent. Et 3. Tu utilises des expressions comme c'est cher, c'est pas possible pour moi, ainsi de suite. Si je voulais devenir multimillionnaire rapidement, je pense que je serais devenu multimillionnaire de manière très rapide, très loin de là où je suis aujourd'hui. Moi, je dis une chose, et il y a Timon Ouedraogo qui le répète souvent. Si tu ne peux pas aller le vendre à Dieu, ne le vends pas aux humains. Ouais, j'ai fait 4 ans sans retourner, tu es proche de tes sœurs, vous rigolez, le soir vous êtes sur les tapis, les nappes, vous jouez, et là tu vas devoir partir dans un pays où tu connais personne, absolument personne. Et je viens, je lui dis je vais partir, il est temps, la dernière fois que je la vois avant de partir, et on sombre tous les deux en larmes. La Bible le dit, donnez et vous recevrez. Tout dans la vie part de ça, quand tu donnes, la vie finit par te le rendre autrement. Et mon conseil à tout jeune qui regarde cette vidéo, si vous êtes en couple aujourd'hui, et que votre partenaire vous dit de choisir entre vous et elle, choisissez votre rêve. Et je me bats quand même, j'essaye de reprendre le contrôle de ma vie. J'écris un guide de développement personnel dans un pays appelé pays pauvre et je le vends à plus de 10 000 exemplaires moi-même, sans rien vendre sur internet, que en passant de bouche à oreille dans les classes. Si j'ai pu faire ça, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à faire devant et mon histoire sera belle à raconter. Il y a des gens qui ne cherchent pas forcément à briller, ils cherchent à comprendre pourquoi. Au même moment où d'autres choisissent de réussir réellement, d'autres abandonnent. À comprendre pourquoi la confiance en soi, la clarté et la discipline changent tout. Au départ, ce n'était pas une histoire d'abonnés, ce n'était pas une histoire de likes, ce n'était pas une histoire de vente. C'était une histoire de quête. Une quête de sens, de stabilité, d'équilibre. Par la suite, il a décidé de transformer cette quête en mission et de faire du développement personnel, non pas un discours, mais une arme. Aujourd'hui, à travers le monde, ces contenus ont impacté des centaines de milliers, pourquoi pas dire des dizaines de millions de vies. Aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur d'accueillir dans ses propres locaux Karamo, suivi par plus de 5 millions d'abonnés sur ses différents réseaux sociaux, celui-là même qui a fait de la confiance en soi une révolution intérieure. Karamo. Quelle intro. Merci. Merci pour cette intro. Ça va? Ça va super bien et toi? Très bien. Bienvenue à Paris. Merci Comment à tu te toi. sens? Ça va, je m'intègre. Ok. Ouais, ça va. Comme je te l'ai dit là tout à l'heure, le transport quand même, les embouteillages dans Paris. Ouais, t'as rien vu. Ça va te manquer l'Afrique, hein. Ça va être pessimiste. Mais après, quand même, ça reste la France, hein. J'apprécie bien. Il y a pas mal de points positifs qu'il faut quand même souligner. Sinon, ça va, je m'intègre. C'est un pays développé, quoi. Oui, voilà, tout à fait. Mais en termes de bien-être, machin, tu vois, commence à comprendre au fur et à mesure. Quand on parle de santé mentale, Ouais. en Afrique, ça va pas vous intéresser, mais quand tu arrives ici, tu commences à dire ah, finalement, Karamo, il a raison. c'est ça, on cherche à approfondir le sujet. Déjà, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour qu'on puisse faire ce podcast. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. T'as vraiment considéré ma personne et je te remercie pour ça. Avec plaisir. Alors, Karamo, on va y aller. Comme je t'ai dit, t'es connu de partout. Mais quand même, comme nous le réclame notre éducation, j'aimerais bien que tu te présentes encore une fois de plus pour dire à toute la communauté, c'est qui Karamo il y a 5-6 années en arrière. Que je me présente, c'est qui Karamo il y a quelques années en arrière? Oui, tout à fait. J'aime souvent dire, il s'appelait Will. Et Will a une phrase qui dit souvent, suivez vos rêves et ils connaissent le chemin. Surtout par de là, je suis né et grandi dans un pays pauvre où, on va dire, la pauvreté, c'est le meilleur ami du peuple, de la jeunesse. C'était pas évident. Étudiant lambda à l'époque, et puis finalement, j'ai eu un déclic dans ma vie avec un événement douloureux. La vie m'a pris quelqu'un, et c'était tellement douloureux que ça a dû réveiller quelque chose en moi. J'ai découvert une petite passion qu'est le développement personnel. À l'époque, un peu perdu, jeune, mince. J'étais très mince à l'époque, si tu vois les photos de moi. Et ce déclic-là m'a poussé à réveiller la lumière qui sommeille en moi. J'ai trouvé cette petite lumière-là au fur et à mesure. Je ne savais pas que je serais appelé à faire ce métier-là, mais j'ai juste suivi, entre guillemets, un petit rêve, une petite flamme qui était là à l'intérieur. Je me suis dit de voir qu'est-ce que c'était.
Et puis au fur et à mesure, ça s'est construit. J'ai embrassé le développement personnel. Il m'a embrassé aussi. Ça a été un peu ma voie, ma mission. J'ai essayé d'impacter les gens. Plus tard, j'ai découvert les réseaux sociaux. Donc à l'époque, moi, je faisais du dev perso. Et après, je découvre les réseaux. Une fois que j'arrive en France, je me dis, c'est vrai que je pourrais peut-être toucher plus de personnes en partageant ce que je sais. Sinon, je faisais déjà des conférences dans différentes classes quand j'étais encore en Afrique. Et puis les réseaux sociaux, je commence. C'est pas évident. Je me forme, je fais des erreurs. Ça marche pas. Parfois, t'es le seul à liker ta vidéo. Sinon, tu demandes à ta copine de te mettre un like supplémentaire. Mais à force de persévérer, de rechercher, les choses ont fini par prendre sur les réseaux. Et ça suffit pas. Tu vas peut-être être connu. C'est une étape. Il y a aussi d'autres étapes derrière pour commencer à vivre de ta passion. Donc tout ça s'est construit au fur et à mesure. Et aujourd'hui, je suis Karamo, quoi. Je suis auteur du livre qui est juste derrière toi, Les mots pour les mots. Je suis en train de bosser sur le deuxième d'ici 2026. Et en même temps, je suis PDG de Kita Agency. C'est là qu'on est ici. Là, c'est le coup là. On crée des spots publicitaires pour des marques, des entreprises. On travaille avec des banques, des assurances, ainsi de suite. Et puis moi aussi, personnellement, j'ai ma chaîne YouTube qui est quand même l'une de mes grosses sources de revenus. On fait des placements de produits de temps en temps avec quelques marques. Et je forme aussi personnellement pas mal de personnes. Même ce matin, avant que tu arrives, on était en coaching ici. On le fait à distance ou en présentiel. J'accompagne des tas de personnes. Avant, je faisais que du développement personnel. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le côté business et j'accompagne d'autres personnes qui veulent vivre de leur passion via les réseaux sociaux, via le business en ligne. Voilà un petit peu ce qu'on fait. Ah ouais, très bien l'intro, ça raconte tout le parcours en gros. On a essayé de résumer Oui. comme on pouvait. Ah ouais, exactement, tout à fait. Merci à toi pour ce point. Et déjà là, tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as découvert en fait le développement personnel. On sait d'où c'est parti, mais pourquoi le développement personnel? Je connaissais pas, mais je pense que si c'est ce qu'on m'avait présenté à l'époque, moi je dis souvent, la soif est le meilleur ami de l'homme. C'est-à-dire, ma prière aujourd'hui, c'est de ne jamais être confortable à 1000%. Le confort est dangereux. Maintenant, quand t'as soif, c'est la meilleure des motivations. Quand t'as pas de quoi manger, la motivation que tu as, elle est incroyable. Aujourd'hui, je peux être paresseux. Je peux me retrouver à faire une semaine, 2 semaines sans faire de vidéo. À l'époque, je savais que ma réussite en dépendait et je savais que sans ça, j'allais pas pouvoir manger, ainsi de suite. Donc, j'étais persévérant d'une certaine manière. J'ai fait 2 ans sur ma chaîne YouTube sans pause. Chaque semaine, je sortais une vidéo. Parfois, j'étais malade. J'avais de la fièvre, mais je sortais quand même. Et là, c'est par rapport aux vidéos, mais parfois, j'allais bosser dans des usines avant, à bosser dans le ménage, ainsi de suite, mais il y avait cette soif-là. Et la soif, la galère, la difficulté, c'est le meilleur ami. C'est ça qui te fait comprendre de quoi tu manques. Mais quand tu es dans une sorte de confort, finalement, tu es dans ta zone de confort et tu ne bouges pas et ça te pousse pas à faire certaines choses. Donc, j'étais dans cette soif-là et la première opportunité qui me sort, je recherchais, entre guillemets. Et comme on dit, quand l'élève, il est prêt, le maître apparaît. Donc, moi, je cherchais qu'est-ce qui pouvait me permettre de changer ma vie, de reprendre le contrôle de ma vie, de gagner un peu d'argent. Vraiment, de manière très simple, c'était ça. Et le développement personnel a commencé à éveiller mon esprit, ma conscience, me donner cet espoir-là et me dire, écoute, tu as perdu ton père, mais c'est pas la fin de la vie, quoi. C'est pas la fin du monde. Tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Ce n'est que le début. Tu as encore tout à bâtir devant toi. C'est grâce au dev perso que j'ai découvert cela. Mais je pense qu'à l'époque, tu m'aurais amené aussi la crypto-monnaie. Tant que c'était sincère, parce que j'ai toujours essayé de faire quoi que ce soit sur la sincérité, sur l'honnêteté. Donc, tant que je pensais que c'était sincère et que la personne qui me présentait ça, je voyais une sorte de sincérité en cette personne, j'allais partir. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé. Celui qui m'a présenté le dev perso à l'époque, je sentais une sorte d'honnêteté dans l'histoire qu'il partageait, dans les leçons qu'il partageait. Je me suis dit, c'est ça là qu'il me faut. Et donc, j'ai embrassé ça, non pas pour devenir coach, mais juste le développement personnel, tout le monde doit le faire, en fait. C'est juste développer ma personne, à commencer à lire, à m'intéresser à des Robert Kiyosaki, des Dale Carnegie, des Tony Robbins, plein de choses comme ça m'ont éveillé les consciences. Et c'est des gens qui sont pas que dans le développement personnel, c'est des gens qui bâtissent des empires. Mais cette ouverture d'esprit, les gens appellent ça développement personnel et puis c'est parti de là, quoi. Ok, intéressant. Ah oui. Donc, du coup, là, je peux déjà comprendre que tu as eu un mentor à un moment donné. J'ai pas eu de mentor qui m'a pris la main. Ok. Mais il était là il y a moins d'une semaine, il était là dans ce studio. Celui qui m'a initié, m'a montré c'est quoi le dev perso pour la première fois. C'était un peu comme une façon pour moi de le remercier. Je l'ai invité sur ma chaîne, on a fait un podcast qui va sortir très prochainement. Waouh, c'est l'un des meilleurs podcasts que j'ai fait en termes de valeur. Il y a beaucoup de leçons qu'on partage dedans. C'est comme l'élève et le maître se rencontrent, finalement, ça tire à balles réelles et c'était magnifique. Mais il m'a jamais pris la main pour dire viens, je t'accompagne. Il nous a invités comme plein de gens à aller découvrir ce qu'il faisait. Et nous, on a accroché avec ça. Nous, on a vu la lumière, on s'est dit on lâche pas. Donc on a poussé comme ça à aller suivre ses conférences, tout ce qu'il organisait, on était là et ça nous a ouvert les yeux comme ça et puis ouais, mais je dirais quand même tout le monde a besoin de quelqu'un dont il va s'inspirer, d'un modèle. Donc c'était un peu le modèle. C'est difficile d'aller quelque part si tu sais pas à quoi ça ressemble là-bas, mais quand tu vois déjà quelqu'un qui a accompli entre guillemets ce que tu aimerais, ça te donne déjà une vision, un objectif à atteindre. Donc ton but c'est peut-être aujourd'hui de dépasser telle personne, mais peut-être que tu vas dépasser telle personne, demain tu vas encore te fixer à un autre objectif, donc à travers un autre modèle, aller
et encore et encore. Et puis aujourd'hui, le modèle, c'est Tony Robbins. Tu vois, c'est des Robert Kiyosaki. C'est d'autres niveaux, quoi. Ouais. Ah oui, intéressant. Et du coup, là, on va retenir un peu en arrière. Parce que là, on est en France. Et tout à l'heure, quand tu parlais, tu dis que tu arrives en France. Donc, tu n'es pas né en France en réalité. Non. Ok, du coup, qu'est-ce qui te pousse déjà à venir en Europe? Tout est parti, l'idée de venir en Europe, ou comment ça s'est passé? Si je prends le temps d'expliquer ça simplement, j'étais étudiant en Guinée, perdu mon père en 2016, j'ai découvert le dev perso par la suite, j'ai commencé à me former, à lire, à m'imprégner, tout ça. Et ça a changé ma vie, moi, d'abord, avant de devenir coach, comme je te dis. Donc j'avais écrit un guide de développement personnel qui s'appelait Devenir extraordinaire, que je vendais dans les lycées et les universités. Donc parfois, il y a des jours où je pouvais rentrer avec 100 euros, parfois des jours avec 300 euros si je faisais des vraies ventes. C'est là que je me suis formé à la vente ambulante. J'allais dans les universités, je dis au prof, bonjour, excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accorder 5 minutes pour présenter mon livre? Entre moi et les étudiants, je présente mon livre, il y en a qui achètent, c'est du cash, je rentre chez moi. C'est comme ça que j'avais commencé à reprendre le contrôle de ma vie, à commencer à gagner un peu d'argent. Et j'ai un ami dédicace à lui qui s'appelle Acta, qui me dit à l'époque, écoute, tu es dans une famille polygame, là tu commences à gagner un petit peu d'argent. Peut-être qu'il est important que tu ailles poursuivre tes études après ta licence. J'étais encore étudiant. J'avais jamais pensé à l'histoire de voyager parce que c'était tellement pas possible pour moi. Genre, je pouvais jamais imaginer ça, qu'un jour j'allais pouvoir partir. Donc, c'était un rêve que je ne me permettais même pas. Et là, il m'a dit ça m'a mis dans la tête. J'avais les moyens de pouvoir maintenant financer les démarches parce que je gagnais un peu d'argent avec ma vente de livres. J'économisais beaucoup d'argent. Je ne dépensais pas de sortie, pas de gaspillage avec les femmes. Il y avait rien. Je gardais tout mon argent quand je finissais mes ventes. Je m'enfermais dans la chambre. Je comptais mon argent. Je le prenais. Je le mettais de côté. Au fur et à mesure, comme ça, c'est comme ça que j'ai économisé beaucoup d'argent à l'époque et j'ai financé mes propres études pour venir en France. C'est là que je me suis retrouvé en France en tant qu'étudiant finalement. J'arrivais en France pour étudier vers 2018 du coup. Comment ça s'est passé ensuite? Oh, comment ça s'est passé? Long parcours, désillusion. Je pense que quand tu arrives en France pour rester, tu es déçu. La plupart, 90% des gens, c'est ça. Tu vois, tu te dis, waouh, c'est ça. Mais moi, j'ai envie de retourner. Il y a un exemple qui est juste devant toi, là. Il me disait, ouais, j'ai envie de retourner, j'ai pas envie de rester ici. Moi aussi, pareil, c'était le cas au début. J'arrive, je me dis, waouh, c'est ça. J'ai laissé ma famille, la solitude, comment je vais faire? Pourtant, j'avais un petit business qui commençait à marcher. J'aurais pu continuer ça. C'est un peu ça. Mais quand la marche que tu dois faire, finalement, c'est que devant, tu peux pas reculer. Et tu es obligé de trouver tous les moyens possibles pour t'en sortir dans cette situation-là. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Donc, au début, c'était compliqué. Je cherche mon premier taf. Déjà, je dors dans le canapé de quelqu'un pendant 2 semaines. Je dormais dans le canapé, dans une chambre. Il y avait un clic-clac. Donc, on démontait ça pour que je dorme dedans pendant 2 semaines. Ensuite, j'ai trouvé ma première chambre universitaire. En cité universitaire, c'était en 9 mètres carrés. Il n'y avait pas de toilette dedans. Tu sors pour aller aux toilettes alors qu'on est en France. C'était comme ça au début. Et puis, j'ai trouvé mon premier taf en décembre, exactement en décembre 2018, au Futuroscope. Je devais aller faire de la plonge. On m'a recruté là-bas pour un CDD extra de 2 semaines. J'ai tellement bossé dur que c'était mes premiers revenus que j'allais gagner. Et monsieur Eric aussi qui me passe 30 euros à la suite de ce contrat-là pour que je puisse louer un vélo et que je puisse continuer à aller parce que le soir, il n'y avait pas de bus. C'est comme ça que ça s'est passé de job en job à côté des études, mais toujours à côté, se former parce que je savais quelque chose me disait que ma valeur ne sera pas déterminée par les nombres d'heures que je vais faire, mais plutôt par la valeur que je vais mettre dans mon cerveau, dans mon esprit, dans ma propre personne. Donc même sur ce chemin-là, je me formais, je lisais des livres. J'étais tout le temps dans cette quête de savoir, de connaissances pour enrichir un peu mes connaissances. J'avais même pas commencé les vidéos, mais je consommais du développement personnel. Et j'étais l'homme le plus heureux à l'époque parce que j'allais bosser, j'étais à vélo, j'avais un casque, pendant que quelqu'un d'autre pourrait se plaindre, ouais, je fais du vélo en plein hiver pour aller bosser. Moi, j'étais très heureux. J'étais là, j'avais des livres audio que j'écoutais la semaine de 4 heures, tu finis ça, l'autoroute du millionnaire, Robert Kiyosaki. C'est comme ça, j'ai écouté plein de livres audio gratuitement sur YouTube en prenant des morceaux et des morceaux et des morceaux. Mais c'est comme ça que c'est parti. Donc au début, c'était, tu travailles et puis tu étudies. Et puis plus tard, j'ai découvert les vidéos. Donc en parallèle, il y avait maintenant ça en plus. Et puis c'est parti, quoi. Ah ouais, intéressant. Tu savais dire quand même réellement que à un moment donné, cette niche du développement personnel, ça allait aider à te rapporter ou tu le faisais juste par passion? En fait, mon histoire est un peu particulière par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu vois l'histoire de Karamo, tu vois Wilson, tu vois Ibrahim Kamara, peu importe qui, tu vois, Amadou Fall, Sek. Tu vois des jeunes qui réussissent. Tu vois déjà des modèles. Donc c'est facile pour toi de dire, lui, je connais le chemin qu'il a suivi, je veux. Moi, j'avais pas ça à l'époque. Un noir qui faisait du dev perso, j'en connaissais pas forcément. Il y avait des Sudi qui faisaient des vidéos que je voyais dev perso. Moi, c'était le seul modèle que j'avais à ce moment-là. À part ça, il y avait pas de modèle. Donc je ne savais pas que j'allais pouvoir réussir dans ce domaine-là, mais il y avait quand même quelque chose qui m'appelait à devenir grand. Je savais que je voulais faire mieux. Je savais que je ne pouvais pas finir en tant que salarié. Il fallait mettre quelque chose en place. Donc je m'intéressais à tout ce qui est entrepreneuriat, machin, dev perso. Mais on dit chacun de nous a un talent quelque part.
Et moi, j'avais peut-être au fur et à mesure commencé à remarquer que j'avais quand même ce talent de transmettre les connaissances autour du développement personnel de l'entrepreneuriat facilement. Quand je racontais, il y avait un storytelling qui était très puissant. Les gens adoraient et on me faisait savoir à chaque fois, tu sais faire ça, tu fais ça bien. Si tu fais ça, je pense que tu vas dépasser tel. Donc ces petits messages qui me viennent en tête au fur et à mesure ont construit un peu une sorte de confiance par rapport à l'avenir. Mais je ne savais pas que j'allais devenir coach. Je voulais devenir grand. Et c'est ça mon aspiration. C'était quoi ta plus grande peur quand tu arrivais en France? La plus grande peur, c'était de voir cette histoire qui me paraissait si belle à raconter demain mourir. Ma plus grande peur, c'était ça, c'était de me dire, j'ai connu la pauvreté toute mon enfance, j'ai pas vraiment joui de vacances, j'ai pas profité comme les autres jeunes. J'ai perdu mon père à l'âge de 18 ans. Et je me bats quand même, j'essaye de reprendre le contrôle de ma vie. J'écris un guide de développement personnel dans un pays appelé pays pauvre et je le vends à plus de 10 000 exemplaires moi-même, sans rien vendre sur Internet, que en passant de bouche à oreille dans les classes. Si j'ai pu faire ça, c'est que j'ai encore beaucoup de choses à faire devant et mon histoire sera belle à raconter. Et finalement, me voir arriver en France spécialement pour les études, à l'époque, j'avais cette peur-là de me dire, donc ça veut dire que tout ce que j'ai fait là, c'est fini, l'histoire s'arrête là, donc maintenant il faut étudier, aller trouver un diplôme, aller s'asseoir dans un bureau. J'avais cette peur-là. Et cette peur-là, je savais que j'avais envie de tuer cette peur-là le plus rapidement possible. Et puis, il y a le dev perso qui est arrivé, les vidéos finalement sont arrivées, j'ai découvert ça, un déclic, je prends mon iPhone 7, je fais cette première vidéo, les premiers retours tombent et moi je me sens un peu dans mon élément et c'est parti comme ça. Ah ouais, c'est intéressant de le savoir ainsi. Tu te disais, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as fait plus de 10 000 ventes pour ton livre en B2C, ouais, en passant dans les classes. Voilà, Ouais. totalement en physique. Est-ce qu'à un moment donné, parce que voilà, hein, carrément, on peut dire, ça fait déjà 6-7 années en arrière, je crois. Ça fait 8 ans, 9 ans pratiquement. Ok, Ouais. est-ce que en ce moment-là, tu te disais que c'était possible de le faire aussi sur Internet ou tu n'avais aucune idée de ce monde-là? Non, c'était une ignorance totale, mais l'environnement aussi. C'était une ignorance. Je pense que ce que j'ai fait à l'époque, si je l'avais fait sur Internet, les connaissances que j'ai aujourd'hui sur Internet, si je l'avais fait, j'aurais peut-être eu ce niveau que j'ai aujourd'hui, mais à l'époque, tu vois. Est-ce que tu vois un peu ce que je vois? Ouais, si j'avais découvert Internet et que je savais que j'avais toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, la capacité que je peux avoir aujourd'hui à transformer n'importe quoi en quelque chose de monétisable, oui, ma vie aurait changé beaucoup plus tôt en avance. Mais à l'époque, moi, j'avais même pas Instagram, par exemple, faut le savoir. Je n'osais pas mettre ma photo sur les profils, je mettais des voitures. Il y avait un peu de tout ça, mais c'était aller vendre de classe en classe. Mais Internet n'était pas accessible. Et c'est encore le cas dans certains pays, c'est difficile pour la jeunesse qui veut entreprendre, qui veut mettre des projets en place. Si Internet n'est pas accessible, les passes Internet coûtent cher, le réseau n'est pas fiable, c'est compliqué. J'étais dans un pays africain que j'ai pas envie de citer récemment et je voulais envoyer quelques gigas, 12 gigas de vidéos seulement à mon monteur. Pourtant, c'est le minimum. Parfois, je lui envoie 60 gigas pour une seule vidéo. Pour cette vidéo, on en aura pour au moins 80 gigas. Je devais envoyer ça à mon monteur, une seule vidéo de 12 minutes, de 12 gigas. Je n'ai pas pu, ça m'a mis 17 heures pour envoyer ma vidéo. Ça a mis le temps estimé 17 heures. Je dis, waouh, 17 heures pour envoyer. Ici, je t'envoie 100 gigas, je te l'envoie en moins de 20 minutes, quoi. Parfois même, je te l'envoie en 10 minutes. Parce qu'il y a la fibre et tout ça, tu vois. Voilà. Donc voilà, tous ces petits aspects-là faisaient que c'était un peu difficile de mettre quelque chose comme ça en place en Afrique. Et du coup, avant que tu quittes la Guinée pour la France, c'était quoi? Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu avais perdu ton père, qui repose en paix, personnellement. Amen. C'était quoi les réactions de maman, la famille? Est-ce qu'elle était d'accord que tu quittes la Guinée? Parce que déjà, tu étais l'aîné ou tu es une famille où Je suis pas l'aîné. Mon père était polygame, mais pour ma mère, je suis le seul garçon. J'ai 2 sœurs, une grande sœur et une petite sœur. Mon père, il avait quand même 9 enfants, tu vois. On est 9. C'était pas simple, mais c'était quand même une joie de savoir que ton seul fils, avec qui vous avez connu toutes les galères, entre guillemets, a commencé à se débrouiller. Tu vois déjà son sérieux de là où il est et tu te dis, là, il a l'opportunité d'aller étudier. Et comme tu le sais, quand on quitte quand même l'Afrique pour venir en Europe, c'est estimé comme une sorte de réussite. Un espoir de changer de vie, d'aller faire de meilleures études. Donc oui, elle était contente, mais en même temps très 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 triste. Moi, je me rappelle encore de ce soir-là, je vais jamais l'oublier, où je devais partir à l'aéroport. C'était mon au revoir. J'ai été payer mes bagages et puis j'ai fait mes prières juste avant. Et il était temps pour moi de dire au revoir. J'ai offert mes vêtements que je devais offrir, ainsi de suite. Et ma mère, elle était assise, elle avait fini sa prière aussi, elle était assise sur sa chaise. Et je viens, c'était enfin la dernière fois que je la vois avant de partir. Et je me mets à genoux. Je lui dis, je vais partir. Il est temps que tu me fasses tes dernières prières, en tout cas pour ici. Et là, je me mets à genoux, elle commence à prier pour moi. Et on sombre tous les deux en larmes. Mais quand je te dis, c'était vraiment
d'énormes larmes, dans une sorte de tristesse comme pas possible, de savoir, moi j'étais très proche de ma mère et de mes sœurs, de voir que j'allais devoir les quitter pendant je ne sais pas combien de temps j'allais pouvoir revenir. C'était l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Donc j'ai dit au revoir à ma mère comme ça, qui a fait ces prières-là, et on a essayé d'essuyer les larmes, elle me serre dans ses bras, c'était très très émouvant, j'oublie jamais ces moments-là. Et figure-toi que quand je suis venu, j'ai fait 4 ans quand même sans voir un membre de ma famille. Ouais, j'ai fait 4 ans sans retourner. Tu es proche de tes sœurs, vous rigolez le soir, vous êtes sur les tapis, les nappes, vous jouez, et là tu vas devoir partir dans un pays où tu connais personne, absolument personne, où tu vas devoir te débrouiller. Et j'ai fait 4 ans sans rentrer dans mon pays, et je suis quand même très fier quand je reviens. Je suis parti comme on va dire une personne lambda, et je reviens quand même comme un héros avec une grande conférence qu'on fait, et tout le pays commençait déjà à me connaître. Donc t'es parti comme un, on va dire, zéro, et tu reviens en quelque sorte comme un héros. Ça faisait plaisir. Ah ouais, totalement, Yeah. j'imagine. Comme tu l'as dit, avant même de quitter la Guinée, tu as vendu plus de 10 000 exemplaires de ton livre. Quel serait, toi, en fait, ton retour d'expérience, en gros, sur la vente déjà en physique? Quels sont les leviers qui t'ont permis de pouvoir réussir à faire ça? Parce que tout le monde, pour le même livre, ne ferait pas peut-être 100 ventes. On aurait remis ce livre à une autre personne. Il n'aurait pas peut-être fait autant de ventes. Yeah. Le plus important, c'est pas ce que tu vends, mais comment tu le vends. J'étais pas le meilleur des vendeurs, mais derrière toute cette expérience-là, il y avait une rage, une envie de réussir qui est 2 fois plus importante que ce que mon livre y contient. Mon livre n'était pas forcément le meilleur. Même le titre, aujourd'hui, je l'aime pas, c'est marqué devenir extraordinaire, les stratégies pour éviter l'échec, machin. Aujourd'hui, j'embrasse l'échec, mais j'étais jeune, c'était ma connaissance de ce moment-là. Par contre, peu importe ce que tu donnes à quelqu'un qui a vraiment envie, la motivation, la rage et a besoin d'argent, normalement, il va te le vendre. Donc, le moteur, le levier principal, c'est ça. Et je me rappelle de cette expérience-là. Je vais dans un lycée pour vendre mes livres. Okay. C'était le lycée le plus populaire de mon quartier, de la région là-bas. C'était à Koya, ça s'appelle comme ça, c'est une ville. Et je vais vendre mon livre là-bas. J'arrive. D'habitude, quand tu viens dans les classes, tu vois avec le proviseur, il t'accorde 5 minutes dans chaque classe. Là, le monsieur me dit, je finis de présenter mon livre, il me dit, ouais, ton livre, il a l'air bien, mais ici, on a interdit la vente dans les classes, c'est terminé. Donc moi, je vois l'opportunité devant moi, je vois un tas d'élèves, je me dis, si je vends ici, je vais au moins sortir avec un CA de au moins 300 €. Mais il me dit non, je rentre chez moi. Je suis censé abandonner. Je commence encore à me former toute la nuit. Je regarde des vidéos YouTube, j'analyse des vidéos machin sur comment vendre, comment convaincre. Je reviens le lendemain. Là, je reviens avec un ton, un nouveau style de parole et tout. Il me dit, ah, je vois que tu t'es amélioré. Maintenant, tu parles dans la gorge, mon petit. Et si tu veux, parle, vomis. Mais tu vas pas rentrer dans cette salle-là. Découragé, je me dis, ok, merde. Et là, je rentre à la maison, j'ai envie d'abandonner, mais il y a quelque chose de plus puissant, de plus fort que moi, c'est mon pourquoi. Et là, je vois ma mère qui avait besoin à ce moment-là de congélateur. Je me dis, si je vendais dans cette classe, j'allais lui acheter un congélateur et les congélateurs allaient lui permettre de faire du commerce parce que c'est un pays chaud et les gens vendent des glaçons. Ouais. Exactement. Donc, elle avait besoin de ça à ce moment-là. Donc, finalement, envie d'abandonner, mais tu regardes ça, tu te dis non, je peux pas m'arrêter là. Donc, la nuit, je me forme encore, je regarde des vidéos, ainsi de suite. Et là, je viens cette fois parce que j'avais lu qu'il faut arranger ton style vestimentaire. Donc là, je vais prêter un costume, je flotte dedans. J'étais mince à l'époque, donc je flotte dans le costume. Je mets des souliers qui sont assez longs comme ça. Je prends encore mon sac, je pars. Bonjour, monsieur. Il me dit, ah, je finis de présenter. Il me dit, je vois que tu as prêté un costume aujourd'hui. Si tu veux, mets le costume de ton père, mon petit. Tu vas pas rentrer ici. Ouais, j'imagine le scénario. Et là, je suis totalement désespéré. Je ne sais pas quoi faire. Pour te dire, la motivation que tu vas voir, c'est-à-dire le pourquoi est 2 fois plus important que le comment. Ouais. Là, je rentre, j'ai envie d'abandonner, mais ce que je fais, à 2h du matin, je me lève, je prends une feuille, j'ai le déclic, je prends une feuille, j'écris, cher enseignant, s'il vous plaît, veuillez accorder 5 minutes à cet étudiant afin qu'il présente son livre. Merci, signez le monsieur le proviseur. J'ai signé à sa place. Si, je te jure. Et j'ai signé. Et là, je viens, je jette coup d'œil le matin à 8h, je regarde, je le vois dans son bureau. Cette fois, je vais pas dans le bureau. Là, maintenant, je vais directement dans les classes. Je vais voir un prof, il regarde même pas la signature, il s'en fout. Il regarde, il dit, ah, vas-y, mon petit, le prof même m'aide à vendre. Je vends. Jusqu'à la dernière classe. Carrément. Et là, je vois le monsieur à la fenêtre en train de m'observer. Les gens achètent, machin, il me dit, tu as fini? Je regarde, je dis, ah, aujourd'hui, c'est le dernier jour, quoi. Ouais. Il me saisit mon sac. Il y avait plein d'argent dans mon sac parce que tout était cash. Il prend mon sac, moi aussi, je prends mon sac. Donc, tu vas m'emmener en prison, mais avec mon sac. Donc, c'est là qu'on se dispute. Et puis, finalement, on se rend compte que mon père a déjà soigné. Il voulait me créer des problèmes. Il a dit, je vais appeler la police, machin. Mais mon père avait déjà soigné ce monsieur-là. Et il se rend compte de ça. Mon père était décédé. Mais quand il me dit, c'est qui tes parents, machin, je me présente. Finalement, il se rend compte que mon père l'a sauvé la vie à l'époque quand il était malade. Il me laisse tranquille. Il me félicite. Il me demande pardon. Tout ça se passe. Ce jour-là, j'ai appris une leçon. C'est le plus important, c'est pas comment, mais pourquoi tu veux faire les choses. Et dans la vente, c'est le même principe. Si tu sais pourquoi tu as besoin de cet argent, tu vas conclure cette vente-là. Après, bien évidemment, il faut travailler beaucoup d'aspects. Ton éloquence, c'est hyper important dans la vente. Et moi, j'avais commencé à développer cette éloquence là depuis à l'époque. Quand je parlais, on me disait que j'avais étudié en France alors que j'avais jamais pris l'avion de ma vie, tu vois, alors que j'étais encore en Guinée. Et même pareil, quand je suis arrivé ici, je peux jurer à quelqu'un que je suis en France il y a 7 ans, il va me dire c'est faux, tu es né ici, tu vois. Même toi, tu m'as posé la question, est-ce que tu es né ici ou pas? Non. Parce que les gens ne savent pas, mais
Travailler son éloquence, c'est hyper important. Il y a 3 facteurs qui vont transformer ta vie aujourd'hui. Si tu as ces 3 capitaux-là, tu ne peux manquer de rien dans ce monde. Le premier, c'est savoir vendre. Deuxième, savoir être influent. Ton influence, ton réseau, c'est hyper important. Et troisième, du coup, c'est l'éloquence. Tu vois, si tu as ces 3-là, ça change tout. Et moi, j'ai développé vraiment ces 3-là au fur et à mesure. Je n'ai pas encore fini. Je continue encore de m'améliorer. Mais dans la vente, ton éloquence, ça va être hyper important. Ton style vestimentaire, ça va être hyper important. L'adapter à la situation. Et après, quelques techniques aussi de persuasion et de manipulation que tu vas forcément utiliser de temps en temps. Mais il faut se former et c'est important. C'est la compétence ultime qu'il faut avoir. Et ça m'a sauvé la vie à l'époque. Ouais, ça se voit totalement. Yeah. Et il y a aussi l'audace surtout. L'audace. Mais le pourquoi, l'audace vient du pourquoi, tu vois. C'est Si ça. t'as un pourquoi, t'es audacieux parce que t'as peur de rien. J'avais rien à perdre, quoi, tu vois. Et en parlant d'influence, parce que, à mon avis, il y a plusieurs personnes qui peuvent confondre ça. L'influence dont tu parles, c'est le fait d'être assez connu ou c'est le fait d'avoir un réseau vers qui on peut se tourner pour pouvoir avoir quelque chose. Les deux comptent, mais l'influence dont je te parle aujourd'hui, c'est plutôt développer ton personal branding. Ok. Tu vois, c'est de ça que je te parle. Je ne suis pas le seul coach, je ne suis pas le seul conférencier, Sûr. mais ce qui fait que, on va dire, je vends plus que d'autres, ce qui fait que je suis plus apprécié que d'autres, c'est parce que j'ai réussi. Ce qui fait que je gagne ma vie plus que d'autres, c'est parce que j'ai réussi à me faire connaître au-delà des frontières. Tu peux avoir la meilleure boulangerie aujourd'hui ou la meilleure pâtisserie. Si on ne te connaît pas, ça ne sert à rien. Donc la première étape, c'est de comprendre comment tu fais pour te faire connaître. Aujourd'hui, celui qui sait utiliser le personal branding, l'influence via les réseaux sociaux, si tu as ça, si tu sais développer ça, tu sais développer ton audience, finalement toutes les portes te seront ouvertes. Aujourd'hui, je peux serrer la main à des multimillionnaires, non pas parce que je suis multimillionnaire, mais parce que j'ai développé une audience, un branding qui fait que ces gens-là sont obligés de me respecter parce que je ne suis pas n'importe qui. Quant à l'audience aujourd'hui, les marques te courent après. Aujourd'hui, il n'y a pas un seul jour qui passe sans que tu aies au moins 3 mails des entreprises qui te demandent est-ce que tu veux faire passer notre produit sur ta chaîne YouTube. Et c'est des montants faramineux que tu peux demander parfois. Donc aujourd'hui, développer ton personal branding, ta visibilité, c'est quelque chose de quand même très capital. Et ça, finalement, ça va compléter la deuxième partie que tu dis, le réseau. Parce qu'aujourd'hui, grâce au fait que moi, je me suis développé, j'ai décidé d'être quelqu'un de plus, ça fait que je connecte avec les gens qui sont plus. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour moi de rentrer en contact avec un ministre que si j'étais à l'époque une personne lambda. Même si j'étais très talentueux dans le dev perso, dans la lecture et que j'ai lu 100 livres, peu importe, ça m'aurait pas ouvert des portes. Mais aujourd'hui, l'influence défonce des portes là où la connaissance va essayer de l'ouvrir, entre guillemets. Donc c'est un peu de ça que je te parle. 3 facteurs, la vente, l'influence et l'éloquence. Important. Ah ouais, ça se voit énormément. Et du coup là, tu as démarré sur Internet, tu as commencé par créer du contenu, tu as ton réseau qui s'élargit en termes de visibilité surtout. À quel moment tu te dis, là, il faut que je lance un produit ou que je monétise cette audience? Tout est parti de l'idée, comment ça s'est passé, avant qu'on ne parle même du processus de création de ta première offre ou de ton premier produit. Moi, je dis à tout le monde, quand tu te lances sur les réseaux, bien sûr, il faut te lancer pour essayer de développer une audience, mais il faut te lancer en première position dans l'idée de pouvoir servir les autres, d'aider les gens. Ce qui a une chose qui m'a vraiment aidé dans ce travail jusqu'à aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'avant de penser à ma poche, je pense à comment j'aide quelqu'un qui tombe sur ma vidéo. Chaque vidéo que je fais, je me dis comment cette personne-là peut trouver quelque chose de supplémentaire, de complémentaire dans sa vie à travers cette vidéo-là. Quand tu penses comme ça, tu es un entrepreneur avant d'être un entrepreneur. Beaucoup sont des entrepreneurs, ils veulent juste prendre l'argent des gens. Moi, je commence d'abord par servir. M.J. DeMarco le dit dans son livre, si tu veux avoir des millions d'euros, tu commences par servir des millions d'euros. La Bible le dit, donnez et vous recevrez. Moi, je suis pas chrétien, mais je connais cette partie-là. Donc, je pense que tout dans la vie part de ça. Quand tu donnes, la vie finit par te le rendre autrement. Donc moi, c'est parti de là. J'ai commencé d'abord par partager du contenu gratuitement pendant des années. C'est-à-dire, jusqu'à un certain moment, pendant 2 ans, je ne gagnais pas d'argent sur les réseaux sociaux. Je faisais des vidéos, je gagnais des abonnés parce que les gens, mes vidéos leur plaisaient, mais je ne gagnais pas d'argent. Ça, c'était ma méthode. Aujourd'hui, je suis suivi par 10 millions de personnes. Tu parles de même TikTok, on a déjà 5,6 millions de personnes qui nous suivent. Tu vois, il y a TikTok, ensuite tu prends YouTube, tu prends Instagram, Facebook. C'est énorme. Donc, plus de 10 millions de personnes nous suivent. Mais ça, c'est pas parti de mon envie de gagner de l'argent. Ça, c'est parti de mon envie d'impacter les autres. L'argent n'est que la conséquence de tout ça. Donc, moi, j'ai commencé à donner. J'ai donné. Et puis, après, il y avait d'abord les plateformes. Donc, moi, j'ai commencé à monétiser mon travail via les plateformes d'abord. Le fait que quand tu commences YouTube, ça a commencé à me faire des revenus supplémentaires. 200 balles pour la première fois que je monétise ma chaîne YouTube. En 1 mois, j'ai fait YouTube. Je me suis lancé officiellement en juin 2021. Je me lance et d'ici la fin du mois, j'étais déjà monétisé. Donc, le mois qui a suivi, ils m'ont payé 200, je pense, et quelques euros pour les revenus YouTube. Ouais. Ça, c'était en plus de mon salaire. J'étais dans un camping à l'époque. Je bossais dans un camping. Je faisais du ménage dans un camping. Je nettoyais des mobil-homes. Okay. C'était pendant les vacances. C'était mon job d'été. Donc, je fais ça. Et le 2e mois qui suit, YouTube me rapporte 900 euros sur mon salaire. Moi, je gagnais 1200 euros. Et 900 euros de plus, c'était l'or pour moi. Ouais.
Le 3e mois qui suit, je gagne encore, je pense, 1000 et quelques euros. Le 4e mois, je double par 2, 2000 et quelques euros. Et donc là, moi, je pensais que c'est terminé. Je me dis, waouh, on peut gagner de l'argent comme ça sur YouTube. Et donc, ma première monétisation vient de là. Ensuite, j'ai commencé à vendre des coachings parce que j'étais dans le dev perso. C'était même pas le coaching de comment aider les gens à faire YouTube. Non, ça, c'est même pas venu dans ma tête. C'est d'abord, je fais mon travail de coaching et je prenais des clients qui avaient besoin de moi pour les aider. Parce que j'étais trop dans l'humain à l'époque. Donc, c'est comme ça, les petites sources de revenus se créaient au fur et à mesure. Et le produit digital, je pense, je lance ma première formation en ligne en 2022. Je pense que c'était mai 2022. Je l'ai lancé avec Robin. Robin, si tu tombes sur ce podcast-là, big up à toi. Donc, c'est à ce moment-là, je crée mon premier produit digital, qui est ma formation en ligne, du coup, pour montrer à tous ces coachs qui me posaient des tas de questions. Mais comment tu fais, toi? Je suis arrivé sur n'importe quelle plateforme, je l'ai déchiré le plus rapidement possible. Je suis venu sur YouTube. En 2 ans, j'avais le trophée de 1 million d'abonnés. 2 ans, pile poil, sans parler d'actualité, sans dire qu'ils ont volé mon chien. Non, juste faire du dev perso et mon travail. En 2 ans, j'ai fait les 1 million d'abonnés. 2 ans pile poil, juin 2021, juin 2023. Donc toutes ces connaissances-là, je me suis dit, peut-être qu'il est temps de commencer à monétiser ça, à vendre ça aux gens, montrer comment eux aussi ils peuvent faire. C'est là que je monétise pour la première fois en contenu digital, du coup, une formation en ligne, que je mets en ligne et que je commence à faire mes premiers revenus au fur et à mesure, exponentiellement, et puis ça part. Mais c'est à ce moment-là, ouais. Ok. Et à partir de là, comment est-ce que tu vois Internet? Déjà à partir du moment où tu commences à monétiser YouTube, via les publicités que YouTube fait sur ta chaîne. Yeah. Bah, YouTube fait des pubs sur ma chaîne et moi, je commence à me dire, waouh. C'est vrai que je peux vraiment changer ma vie avec ce truc-là. Avant, si tu m'avais dit que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet, moi, je t'aurais dit, t'es un arnaqueur. J'aurais jamais cru à ça. Jusqu'à ce que moi-même, j'ai fait les démarches, j'ai monétisé ma chaîne. YouTube m'a payé 200 balles pour la première fois. J'ai reçu ça sur mon compte bancaire. Je me dis, waouh, c'est vrai ça. Ensuite, le mois suivant, comme je te dis, tout ça, ça a débloqué quelque chose en moi et je me suis dit, waouh, c'est phénoménal. Avant la fin de mes études, je roulais déjà en Mercedes. Tu vois, j'allais en classe, le prof, il me parlait de marketing. Je pouvais lui enseigner comment on fait pour gagner de l'argent, tu vois. Mais en toute humilité, j'étais très discret. Je ne disais même pas aux gens que je faisais des vidéos sur les réseaux. Non, les gens commençaient à le découvrir. Ceux qui me discriminaient avant ont commencé à m'aimer bizarrement, mais j'ai jamais vraiment pris la grosse tête par rapport à tout ça parce que même aujourd'hui, j'ai pas la grosse tête parce que je sais que la vision, elle est beaucoup trop grande. Donc, c'est parti de là. Après, j'ai monétisé, comme je te dis, les vues sur YouTube et sur TikTok. Ensuite, il y avait les petits coachings que je faisais. Après, il y a eu ma formation. Et puis, je faisais des conférences en ligne de temps en temps. Et puis, plus tard, il y a quelques marques qui ont commencé à venir pour faire des placements de produits sur ma chaîne YouTube. Plein de sources de revenus s'ouvrent après quand tu comprends l'écosystème. C'est un peu comme ça que c'est parti, hein. Ok. Yeah. Et d'où venaient les discriminations en quelque sorte? Non, ça, c'était pas par rapport à mon travail. Ça, c'était parce que je vais même pas rentrer dans ça, mais ça n'a pas été simple pour moi, mon Master 2, par exemple. Mon Master 2, parce que j'avais perdu ma génération, dans le sens où moi, j'ai pris une année de pause dans mes études. Je fais mon Master 1. Je voulais développer mon entreprise, mon auto-entreprise que j'avais créée. Donc, je voulais développer ça. Donc, j'ai décidé de faire une année de pause à l'université. J'ai fait les démarches pour qu'on me laisse 1 an sans étudier. Et donc, dans ces 1 an-là, ma promotion, elle est partie. Donc, moi, je suis revenu plus tard dans une autre promo, finalement, des gens qui me connaissaient pas. On n'était pas très nombreux en tant que noirs dans cette classe-là. On est quand même dans un pays étranger et c'était pas évident, on était mis de côté parce qu'il y avait tous les clans déjà formés. Donc nous on était totalement à part et c'était un peu difficile psychologiquement, beaucoup de discrimination. Tu pouvais être à une soirée et pour parler on te saute la parole là, tu étais invisible. J'ai commencé à être regardé autrement par certains uniquement quand ils ont su que j'étais pas n'importe qui quoi, dans un autre monde parce que c'était un peu difficile. Certains sont tellement bloqués dans cette mentalité de faut avoir des bonnes notes ainsi de suite et j'étais totalement détaché de ça et ce détachement faisait que j'étais différent et quand t'es différent, t'es jugé, t'es rejeté par la société. C'était un peu ce qui se passait pour moi. Je me prenais pas la tête avec ceux avec lesquels, les raisons pour lesquelles ils se prenaient la tête. Quand il s'agissait d'aller chercher un stage, je m'en foutais, je voulais pas chercher de stage parce qu'à la fin, je ne voulais pas un CDI, quoi. Je savais que je voulais être entrepreneur et c'était un peu difficile. Mentalement, c'était difficile. Ouais, j'imagine. Pourquoi les études à ce point? Parce que là, tu commençais déjà pas à gagner de l'argent. Oui. Pourquoi tu t'es dit, ok, c'est bon, j'arrête les études? Grâce à la France. Grâce à la France. J'ai fini mes études grâce à la France, honnêtement. Moi, j'ai toujours été doué en classe. En toute humilité. Pour ceux qui ont étudié avec moi, je peux vous donner 10 millions d'exemples. Vous allez les voir. Vous dites Karamo, c'était qui vont te dire, waouh, si c'est pas premier, il est pas loin. J'étais toujours premier de ma classe. Toujours. Abbas, il est témoin. Bangali, il est témoin. Sidram, il était. Tous mes amis avec lesquels j'ai étudié le savent. J'ai toujours été parmi les premiers de ma classe. Jusqu'à ce que je découvre le dev perso. Quand j'ai découvert ça, j'ai compris que finalement, le premier de la classe n'est pas forcément le premier de la vie, tu vois. Et je me suis dit, je préfère peut-être être premier de la vie, mais pas premier de la classe, parce que j'avais commencé à même voir des exemples. Il y avait un gars dans ma classe qui était tellement têtu que tu pouvais prendre une arme, tu mets le cours dans l'arme, tu fais tac, ça rentre ici, mais ça sort ici. Tellement il était têtu en classe. Mais un businessman parlant, c'est un gars qui fait des millions d'euros, tu vois. Et quand tu vois ça, tu te rends compte que finalement, est-ce que ça sert à quelque chose de retenir des cours par cœur et de dire ça au professeur? Non. Donc j'étais totalement détaché de ça finalement, tu vois. Et c'est plus tard, avec cette ambition de dev perso, devenir entrepreneur, ça fait que j'ai relâché un petit peu. Donc je savais clairement
que je ne voulais pas devenir salarié. Mais je remercie la France à cause du système qu'ils ont mis en place pour les étudiants étrangers ici. Si tu n'as pas validé, tu auras du mal à renouveler ton titre de séjour. À cause de cette attache-là, mon gars, je suis allé jusqu'au bout. Sinon, Tu vas abandonner. je vais pas dire ça, mais sinon, Avoir la on serait pas Mercedes là. déjà durant le parcours, c'est pas Ouais, évident. ouais, sinon, on serait pas là. On serait même pas dans ce pays aujourd'hui, bizarrement. Ouais. Ouais, pour dire la vérité, ouais. Ah ouais, ça c'est vraiment intéressant de le savoir. Et du coup là, tu décides donc de commencer par créer des produits digitaux. Est-ce que tu pourrais, déjà par exemple par rapport à ton premier produit digital, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu au moins 1 année, voire 2 années de travaux avant que tu ne décides de créer réellement un premier produit. 3 ans. 3 années de création Ouais, de 3 ans. contenu. J'ai sorti mon premier produit digital en 2022. Comme je te dis, j'étais sur les réseaux en 2019, donc presque 4 ans même. Ouais, Ok. c'est ça, 4 ans. De création de contenu avant même de lancer le De produit. lancer. Je commençais à avoir d'autres sources de revenus, mais la vraie source de revenus, produit digital, 2022. Et ton premier produit digital, 4 ans plus tard, ça t'a rapporté combien? Premier lancement par exemple. Le premier lancement, c'était pas le plus rentable, hein, je t'avoue. Après, c'était bien quand même. Je me rappelle, on avait lancé le produit et ensuite on est allé faire du surf avec Robin. On travaillait ensemble. C'est-à-dire, c'est lui qui s'occupait de toute la partie marketing, les emails et tout. C'est un ami, actuellement, il est au Martinique. On est parti sur l'île d'Oléron. Il y a une île ici pour faire du surf, tous les deux. Pendant qu'on était là, on regardait l'argent qui rentrait. C'était un peu stylé. C'était pas beaucoup, mais je pense que j'ai dû faire, pour mon premier produit, est-ce que j'ai dû faire un truc de 5 000 euros, un truc comme ça, durant la période de lancement. Ouais, Ok. 5 000 euros. Ouais. C'était déjà intéressant parce que avant, pour gagner 5 000 euros, c'était un peu dur, quoi, pour moi, tu vois. Ouais. 5 000 euros, c'était beaucoup. Après, mon niveau de vie aussi était aligné en fonction de ça. Aujourd'hui, si je gagne 5 000 euros par mois, c'est difficile de vivre, c'est dur. Rien Ouais, que payer totalement. ici par mois et mon appartement, on est déjà loin, tu vois. Ouais, Tu vois. totalement. Donc voilà un peu. Ok, parfait. Parce qu'après, il faut noter que c'est quand même après 4 ans. Après Trois ans. 4 ans, ouais, 2022, 3 ans. 3 ans, de ouais. création de Ouais, contenu. ouais. Exactement. Et là, est-ce que tu as appris pas mal de choses que tu as optimisé par la suite sur d'autres lancements, sur d'autres produits, Oui. ou tu avais tout fait parfaitement pour faire Non, rien n'était parfait, rien n'était parfait. Déjà, moi, je conseille à tout le monde, il faut se faire accompagner. Moi, je suis bon dans la création de contenu, mais il y a quelqu'un qui est bon dans le fait de rédiger des tunnels de vente, il y a quelqu'un d'autre qui est bon dans le fait de faire des webinaires. Accompagne, entoure-toi. Même si chacun doit manger avec toi, mais entoure-toi. Moi, ça m'a aidé. J'ai bossé avec des gens. Il y en a qui ont été plus performants que d'autres, mais au moins, ça m'a permis d'apprendre sur le chemin, d'améliorer mon produit aussi, de savoir quelles sont les attentes des clients et de le concevoir. Parce que moi, j'aimais même pas appeler ça produit digital. J'appelais ça un programme de formation parce que c'était très complet avec un accompagnement à côté, tu vois. Donc, il y a toujours ça. Moi, j'ai toujours été en contact de très près avec les gens que j'accompagne. Mon téléphone, je suis toujours dans les groupes WhatsApp de mes formations. Je suis accessible. Tu peux m'appeler, je décroche. Et après, il faut juste pas en abuser, tu vois. À un moment, je sais qu'il faut que je mette une sorte de distance pour mon équilibre, ma liberté. Mais j'ai toujours été en contact parce que je me dis, si quelqu'un te paye, il faut mériter cet argent-là. Il faut le mériter, il faut lui servir, il faut l'apporter ce qu'il a besoin, quoi. Donc, ouais, c'est parti comme ça. Ça s'est amélioré. Le premier produit n'était pas parfait. Ensuite, je sors un deuxième plus tard, je pense un an plus tard. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de lancer mon produit. C'était pas normal d'attendre 3 ans. Je connaissais plein de gars avec lesquels j'allais faire des podcasts. Il y a un qui me disait, pendant qu'on fait ce podcast, moi, je perds de l'argent. Je comprenais pas de quoi il parlait, tu vois. C'est comment ça? Il me dit, ouais, moi, j'aurais pu gagner 1 000 euros pendant on est en train de faire ce podcast-là. Parce qu'il aurait pu vendre ses produits. Donc, moi, j'étais là, j'apportais, mais je ne vendais rien. C'était pas seulement parce que j'ignorais, mais parce qu'il y avait cette peur aussi de la vente. Merci, c'est là, Ouais, j'avais peur de vendre à l'époque. Consciemment, j'étais très conscient de cela. J'avais peur de la vente. J'avais l'impression que si tu vends, tu arnaquais les gens. J'avais l'impression que si tu vends, tu devenais un vendeur de rêve. Alors que non. Vendre un produit, c'est quoi? C'est d'avoir quelque chose de propre, de fiable que tu as là, et tu te dis, je l'ai tellement bien, c'est un gâteau par exemple, tu as fait un gâteau qui est tellement bon que tu as envie de le partager avec d'autres personnes. Je le vois comme ça et on te paye quand même pour avoir un bout de ton gâteau. C'est un peu ça le processus. Mais tant que tu n'as pas déconstruit ces croyances limitantes par rapport à la vente, tu ne peux jamais débloquer on va dire, ta liberté financière. C'est le jour où j'ai embrassé la vente et je me suis mis à fond à me dire, peu importe ce que c'est, il faut être à l'aise. Tant que tu peux aller le vendre à Dieu, tu n'as pas peur, alors vends-le aux humains, n'aie pas peur. Maintenant, je n'ai plus peur. Je vends n'importe quoi à n'importe qui. Yeah, maintenant, tu m'amènes à ton mariage. Si tu fais pas attention, je peux vendre des produits là-bas. Carrément. Yeah. Tu m'amènes Ah à ouais. ton mariage, si, vraiment, sauf si tu me dis à l'avance, s'il te plaît, faut pas vendre ici, je dis d'accord. Ah ouais. Mais sinon, si tu m'amènes à ton mariage, tu me donnes le micro, c'est dangereux, je peux vendre quelque chose, ouais. Mais parce que je suis à l'aise avec ça maintenant. Il n'y a aucun mal à vendre. Je suis entrepreneur et la base fondamentale d'une entreprise, c'est de vendre. Tu peux ne pas avoir de personnel, tu peux ne pas avoir de beaux bureaux, machin, tu vas pas fermer, mais tant que tu ne vends pas, à un moment, tu vas fermer, tu vois. C'est ça. C'est ça la clarté, du coup. Et t'as totalement raison. C'est un avis que je partage énormément. Et d'ailleurs, en parlant de ça, que tu accompagnes énormément de personnes sur la création de contenu. Donc forcément, il y a des modules de vente, par exemple. Tu les apprends à vendre. Est-ce que tu as déjà rencontré des personnes qui, malgré le fait que tu les incites à vendre ce qu'ils savent faire, et donc en toute légitimité, ils ont toujours ce blocage-là de ne pas aller jusqu'au bout?
Oui, j'en ai connu. J'ai même connu une qui est très connue aujourd'hui, qui est très connue, qui fait des vidéos, qui est suivie par des centaines de milliers de personnes. Une femme que j'ai accompagnée, elle faisait aussi des vidéos, ça a commencé à marcher suite à l'accompagnement et tout ça, mais elle avait peur de vendre, elle avait peur de mettre des prix. Et j'ai beaucoup de clients comme ça. J'ai aussi un autre gars actuellement qui est dans mon programme de formation. Il me dit, Caramo, quand je parle avec mon client au début, je sais que je dois vendre et puis finalement, quand il me parle, ça me touche et je lui offre gratuitement, ainsi de suite. Parce que c'est des gens qui sont un peu bloqués, mais ça part de beaucoup de choses, de la croyance de ne pas avoir cette aisance avec l'argent. Dans nos communautés en Afrique, on n'aime pas parler d'argent et tout ça. Donc il y a tout ça combiné qui fait qu'il faut aller faire un vrai travail sur toi. Moi, je connais des gens qui sont même allés voir des magnétiseurs pour briser cette barrière avec l'argent. Il faut, ouais, vraiment, pour aller voir un magnétiseur pour qu'il travaille sur cette énergie-là, pour débloquer en fait tes problèmes avec l'argent. Parce que quand tu as des problèmes avec la vente, c'est que tu as des problèmes avec l'argent. Et tant que tu as des problèmes avec l'argent, tu ne peux pas devenir riche. Pour moi, il y a 3 principes. Tu ne peux jamais devenir riche tant que tu es attaché à ces 3 principes-là. 1. Tu détestes les riches. Tu détestes les riches. Dès que tu entends quelqu'un riche, tu penses qu'il a volé, triché, machin. Toi, tu ne seras jamais riche. 2. Tu as peur de l'argent. Quand on parle d'argent, des gros montants, ainsi de suite, non, toi, tu t'évites, tu t'éloignes de tout ça. Tu ne seras jamais riche. Et 3, tu utilises des expressions comme c'est cher, c'est pas possible pour moi, ainsi de suite. Tant que c'est impossible pour toi ici, ça serait impossible dans la vraie vie. Donc, tant que tu trouves qu'un montant est énorme, exorbitant, tu ne vas jamais pouvoir avoir ça facilement dans la vie. C'est pour ça, peu importe ce qu'on me dit aujourd'hui, même si on me dit cette montre coûte 1 million d'euros, je n'utilise jamais le mot c'est cher. Très rarement pour moi-même, très rarement. Même si je l'utilise, je me corrige en disant non, c'est pas cher. C'est juste que je ne suis pas encore prêt pour ça. Voici les 3 expressions. Tu élimines ça, en tout cas, tu travailles ça, tu vas commencer à attirer l'argent. Mais tant que tu es encore attaché émotionnellement à ça, tu ne peux jamais devenir riche. Parfait. Merci à toi pour ces 3 leçons, ça fait vraiment plaisir. Et en parlant de ça, malheureusement, comme tu me le disais tout à l'heure, la réputation, c'est l'une des choses les plus précieuses à protéger. Il peut arriver qu'une personne soit légitime de faire quelque chose, se retrouve dans une situation où il doit défendre sa réputation. D'accord. Ok. Je ne sais pas, vu que toi, tu parles de création de contenu, tu parles de vente, quel serait toi ton conseil à une personne, par exemple, qui est arrivé dans une situation où il doit défendre sa réputation parce qu'elle est remise en cause à un moment donné? Dans quel sens? Est-ce que tu peux être plus précis? Supposons que la personne, c'est un créateur de contenu qui décide tout simplement de vendre un produit et peut-être, retour d'expérience, les gens, entre ce qu'il promet et ce qu'il a eu à délivrer, on peut dire qu'il y a réellement la valeur qui est. Malheureusement pour lui, les gens en retour n'ont pas fait des feedbacks qui soient assez positifs et donc du coup ça remet en question son image en quelque sorte à continuer à délivrer. Dans cette situation-là, ce qu'on appelle généralement une situation de crise qui arrive dans tous les secteurs, comment est-ce que une personne qui soit sur les réseaux arrive à gérer ça selon toi, dans ta position? Je pense que personne n'est à l'abri des problèmes. Ça peut nous tomber dessus à tout moment. Mais avant d'en arriver là, on dit mieux vaut prévenir que guérir, tu vois. Moi, je dis une chose. Et il y a Cotimo Ouedraogo qui le répète souvent. Si tu ne peux pas aller le vendre à Dieu, ne le vends pas aux humains. Il ne s'agit pas d'être dans l'euphorie de vendre des produits en ligne ou de faire du business en ligne. Non. Si je voulais devenir multimillionnaire rapidement, je pense que je serais devenu multimillionnaire de manière très rapide, très loin de là où je suis aujourd'hui. Mais par quels moyens? Tu vois, il y a certaines choses, je sais que je peux le faire et gagner de l'argent, mais je refuse de le faire parce que ce n'est pas aligné avec mes valeurs, parce que je pense que c'est pas très propre. Je préfère aller doucement, lentement et sûrement, gagner le peu que je peux gagner, mais de manière très honnête, oser me regarder dans un miroir, plutôt que de vendre des choses rapidement aux gens et finalement subir les conséquences de cela. Il faut des années pour bâtir une réputation, mais seulement 5 secondes pour la détruire. C'est pour ça, je pourrais gagner de l'argent rapidement, facilement dans certains domaines, mais je refuse parce que tout ce que je fais, je me dis comment je peux donner le meilleur de moi-même. Ma formation en ligne, elle n'est pas parfaite. C'est-à-dire que c'est pas magique. Il y en a qui ont transformé leur vie avec ça. Il y en a qui n'ont rien réussi à faire avec ça. Parce que ça dépend de où ils en sont. Je sais que beaucoup de gens sont très contents de mon travail. Mais à cause de quoi? Parce qu'ils voient de la sincérité dans ce que j'ai partagé. Quand tu suis ma formation, tu vas comprendre que je n'étais rien caché. J'étais absolument tout dit. Maintenant, à toi d'en faire ce que tu veux. Mais il y a des gens qui finalement, je vends ma formation. Il y en a qui viennent me voir, Caramo, pourquoi t'as vendu ça à tel prix? Ça vaut ça normalement. Ma formation Éloquence, je la vends par exemple à 149 €. Mais quand tu suis ma formation, tu dis, mais pourquoi tu n'as pas vendu ça à 500 €? Pourquoi tu n'as pas vendu ça à 1000 €? Donc, si tu es dans un domaine et que quand tu vends ton produit, celui qui a acheté ton produit est même prêt à venir te repayer encore un peu plus, te dire, bon tiens, je te fais ça en bonus, c'est que tu as un bon produit, tu vois. Mais si tu as un produit et que quand les gens consomment, ils ont envie de dire remboursement, ça craint un petit peu. Donc, si une personne se trompe, tu as sûrement raison. Mais si tout le monde, entre guillemets, dit la même chose, peut-être qu'il faut se remettre en question. Dans ce genre de situation-là, j'ai pas encore été confronté directement. J'ai eu des crises dans mon entreprise, mais pas ça. Mais quand tu es dans ça, soit tu essayes de reconnaître ton erreur et de corriger le tir, donc d'être très transparent. Si tu connais quelque chose, une compétence et que tu veux vendre ça, alors vends-le. Mais si tu n'as pas confiance en ce que tu proposes, ne le vends pas aux humains. Laisse ça, va trouver autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses à faire sur Internet pour gagner de l'argent. Tu n'es pas obligé de prendre des raccourcis parce que tout ce que tu vas négliger au début, c'est ça qui va te rattraper plus tard. Si tu fermes les yeux, tu vends de la merde aux gens, c'est cette même merde-là qui va te transformer en merde toi aussi finalement, tu vois. Donc c'est toujours important de faire hyper attention à ce que tu proposes et quand ça arrive, reconnais tes erreurs, retire cela et propose peut-être autre chose. Peut-être que tu ne peux pas rembourser les gens parce que tu as déjà tout bouffé. Dans ce cas-là, tu peux leur proposer autre chose de plus qualitatif pour te faire pardonner parce que waouh, personne n'est à l'abri des erreurs. On peut tous faire des erreurs, mais quand tu le reconnais
donné, les gens voient encore en toi une sorte de grandeur, tu l'affirmes ouvertement et tu avances. Maintenant, si c'est juste quelques personnes jalouses qui vont essayer de te mettre des bâtons pour t'accuser de ce que tu n'as pas fait, pour dire ça c'est si, ça, la vérité finit toujours par sortir après. Parce qu'il y aura quand même des personnes qui vont venir dire, écoutez, arrêtez de dire la merde, ça c'est propre, j'ai déjà consommé ça, et voilà quoi. C'est ça. D'où l'importance du social proof également. Il faut qu'il y ait des gens qui ont réellement réussi à réaliser des choses avec le même produit que d'autres viendront critiquer. Je crois que ça règle quand même aussi. Non, je pense que c'est important pour même rajouter un truc. Tu vois, par exemple, on est dans le business en ligne aujourd'hui. Ma chaîne YouTube, je traite beaucoup plus de contenu autour du business, même si c'était du dev perso, mais quand même, je pense que la vie, c'est une étape. On a fait beaucoup d'étapes dev perso théorique. Peut-être qu'il est temps de mettre ça en pratique. Donc, c'est pour ça que je parle beaucoup de business, d'entrepreneuriat, parce que je suis à fond dedans. Je parle de ma réalité. À l'époque, j'étais plutôt peut-être dans le dev perso un peu théorique. Mais aujourd'hui, je fais du business. Je suis dans l'immobilier, je suis dans la crypto, je suis dans la bourse. Je fais beaucoup de business. Et quand je parle d'une activité, si je la maîtrise, je précise. Je parle toujours de mon niveau, de où j'en suis, à mon audience, aux gens qui me suivent. Je suis souvent contacté par des entreprises de e-commerce qui me proposent de parler de leur plateforme. Quand tu viens me voir, d'abord j'analyse. Tu me donnes le nom de ta plateforme, je soumets ça à mon équipe. On prend le temps d'étudier, de regarder. Même hier, on était dans ça. Il y a une autre marque qui m'a proposé tel montant. Je dis, il n'y a pas de souci, mais je vais d'abord voir avec mon équipe. Je prends le temps de faire une recherche pour savoir s'il n'y a pas de bad buzz autour de toi et tout ça, si c'est clean ce que tu fais. Une fois que je valide ça, moi aussi, si je viens en parler, je précise aux gens. Je ne suis pas expert de ce domaine-là. Je vous en parle parce que j'ai fait mes recherches. C'est solide, c'est fiable. Si vous êtes intéressé à ça, allez-y chercher ça. Mais je vais pas m'auto-proclamer faiseur de e-commerce et vous dire, oh, j'ai fait ça, j'ai fait 10 millions d'euros ici, regardez, allez-y. Non, moi je parle du commerce, je bosse avec AutoDS, avec pas mal de plateformes. Mais quand tu viens me voir, je présente ça en tant que voici des opportunités de business que tu peux mettre en place. La plateforme est fiable parce que je le sais, j'ai fait mes recherches et j'ai vu qu'ils ont travaillé avec tel nombre de personnes. Mais ça veut pas dire que moi j'ai fait du chiffre dedans. Si tu as besoin de conseils, je te redirige vers un expert de ce domaine-là, mais c'est pas moi. Il y a des gens qui sont prêts à me payer parfois des 5 000 euros pour que je les accompagne dans tel domaine. Si je voulais juste de l'argent, je vais dire, ouais, donne ton argent, je vais t'accompagner. Mais comme c'est pas mon domaine, je lui dis, ah, c'est gentil mon frère, mais tu peux garder ton argent, mais ça c'est pas mon domaine, je peux pas t'accompagner. Je fais ça le nombre de fois, je peux pas compter, tu vois. Et c'est pas ça qui m'empêche de gagner ma vie quand même, tu vois. Millionnaire là, c'est question de temps, on arrive. Bien. Yeah, facile, easy. Totalement. Ça fait vraiment plaisir de t'écouter sur ces mots-là. Comme tu l'as dit, tu as parlé du e-commerce aujourd'hui. Pour toi, est-ce que le e-commerce aujourd'hui, comme on le voit, parce qu'après, quand tu vends quelque chose sur Internet, tu fais du e-commerce en quelque sorte. Parce que le fait de vendre via Internet, oui, c'est du e-commerce. Aujourd'hui, on a le e-commerce en physique, donc il faut avoir des produits en physique et tout, et vendre. Ça, moi, j'appelle ça le e-commerce classique, étant donné que aujourd'hui, ça évolue énormément. Pas mal de gens commencent par découvrir le fait qu'ils peuvent vendre leurs connaissances en ligne. Toi, quand tu prends en fait ce deuxième volet-là du e-commerce, qu'est-ce que tu en penses généralement? Est-ce que tu penses qu'il y a de la légitimité autour? Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, peu importe leur domaine, se demandent est-ce que ça peut marcher pour moi? Est-ce que je dois pas aller me reconvertir dans un autre domaine avant de commencer par vendre mes connaissances en ligne? Qu'est-ce que toi tu en penses? Tu penses que tout le monde en réalité peut vendre ou il faut forcément être dans des niches données avant de pouvoir s'en sortir? Toi qui fais du développement personnel, et je crois que en termes de vente de produits digitaux dans cette niche-là, tu es l'une des premières personnes en réalité qui vient d'Afrique surtout à vraiment démocratiser ça dans ton secteur. Qu'est-ce que toi tu en penses donc du coup, autour d'expérience? Ok, là tu parles de celui qui veut vendre. Hein. Oui. Moi je pense que à partir du moment où tu as un minimum de connaissances, il y a de quoi faire sur les réseaux. Tu as deux choix. Soit tu passes par la grande porte ou soit tu passes par la petite porte. La grande porte, c'est tu vas bâtir une sorte d'audience, les gens vont te connaître, et là, il y a ta crédibilité qui est en avant de tous les produits que tu vas proposer. Là, c'est autour de ta personne. Ça, c'est la grande porte. Il y en a qui vont passer par la petite porte, c'est-à-dire, c'est les gens qui veulent juste se faire des sources de revenus complémentaires sur Internet. Et même moi, j'ai recommandé ça. Il y a plusieurs manières de faire ça. Aujourd'hui, tu peux écrire juste un e-book et tu mets ça sur quelques plateformes. Tu fais la promotion de ton e-book, les gens achètent et tu gagnes de l'argent. Ça, c'est la petite porte. Je ne suis pas sûr que ce soit là que tu vas transformer définitivement ta vie, à moins d'y mettre vraiment beaucoup d'énergie et de la publicité. Mais c'est possible. Donc, n'importe qui aujourd'hui peut transformer, entre guillemets, une connaissance, une passion, un talent en quelque chose de digital et gagner sa vie. Mais il faut aller chercher un minimum de connaissances. Il faut se former un minimum par rapport à ça pour comprendre rien que l'utilisation de certains outils pour encaisser ton argent, tout ce qui va avec, ou même faire le marketing de tout ça. Mais savoir qu'il y a une grande porte et une petite porte. La petite porte, c'est je ne suis personne. Moi, je veux juste vendre des petits produits. Donc, je vais aller acheter ça, je vends ça, sinon je développe ça, j'écris un PDF. Mais si tu ne fais pas quelque chose qui est lié à ton branding, c'est un peu difficile de te distinguer du marché parce que tout le monde peut utiliser l'IA aujourd'hui pour faire un PDF de 10 pages ou de 20 pages pour dire comment perdre du poids. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le tien et le sien? C'est parce que toi, peut-être, il y a ton personal branding, il y a une histoire derrière. L'autre, il n'y a pas d'histoire. C'est juste l'IA, un produit, ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est ça qui va définir finalement l'avenir des gens dans ce game-là. C'est pour ça, rien ne peut se dissocier finalement, peut-être, en tout cas en termes de grandeur, de la création de contenu. Peu importe le talent que tu as aujourd'hui, il y a une équation. Tu suis cette équation-là, tu peux transformer ta vie. Tu es bon dans quoi? Dans le développement personnel ou tu es bon dans quoi? Dans la crypto-monnaie? Tu es bon dans quoi? Dans les produits digitaux? Au lieu de commencer à vendre en anonymat, tu peux le faire, mais tu peux décider de te montrer ouvertement
ouvertement, si tu te montres aujourd'hui, tu commences à faire des vidéos gratuitement pour donner des conseils, tu donnes gratuitement, tu vas finir par recevoir parce que tout va s'ouvrir à toi. Tu as 10 millions de sources de revenus aujourd'hui qui peuvent s'offrir à toi. Supposons que tu as un petit talent seulement, tu commences à faire des vidéos autour de ce talent-là. Tu commences à partager des petits conseils aux gens sur comment faire ci, comment faire ça. On commence à te connaître. Déjà, tu peux gagner de ta vie en faisant de l'affiliation. Tu parles juste de quelques produits de d'autres personnes. Tu parles de ma formation en ligne. On fait un accord. On dit, OK, à chaque fois que tu recommandes ma formation, tu as 20%. Si ma formation coûte 500 euros, tu as 20% de 500 euros quand même. C'est pas négligeable. Si tu fais ça 10 fois, 20 fois, tu commences à avoir un vrai revenu. Ça, c'est une première source de revenus. Deuxièmement, toi, tu peux commencer à proposer des accompagnements. C'est un produit digital, mais que tu vas quand même suivre. Un coaching derrière l'écran. Ça aussi, ça va te faire des sources de revenus. Si tu as 2000 abonnés, rien que 2000 abonnés, mais qui te font confiance, 4 personnes seulement, 4 personnes sur 2000 décident finalement de te faire confiance en un mois pour que tu les accompagnes et te payent seulement 500 euros par personne. 4 personnes, ça te fait 2000 euros. Tu as 2000 abonnés, tu peux faire facilement 2000 euros de manière honnête et authentique parce que tu partages ton savoir pour aider d'autres personnes à faire comme toi. Mais ça passe par le fait que tu as décidé de faire de la création de contenu. Sinon, on part encore plus loin. Finalement, tu peux te dire, moi, je n'ai pas envie de faire des accompagnements. Moi, je vais faire peut-être une formation en ligne sur ma connaissance. Supposons que ta formation en ligne, tu la vends à quoi? 100 euros. On va prendre vraiment un truc basique. Moi, j'ai pas de formation. 100 euros. Tu la vends à 100 euros. Tu es suivi par quelques personnes. Ça, c'est automatique. Si tu fais de la publicité ou pas, même en organique, si tu vends 10 produits de ton produit digital, 100 euros, 100 fois 10, ce qui te fait 1000 euros. 10 personnes seulement ont décidé de te faire confiance, ça te fait 1000 euros. 20 personnes, ça te fait 2000. Ainsi de suite. C'est comme ça aussi, tu peux faire des marges exponentielles. Et si tu développes un vrai personal branding, comme une chaîne YouTube de qualité où des marques viennent vers toi, pour faire un seul placement de produit sur ta chaîne, il y a des placements qu'on fait à 10 000 euros. Juste un placement, une seule vidéo dédiée, on l'a fait sur la chaîne. Parfois, c'est 10 000 euros. Ou parfois, c'est juste des intégrations que tu fais, sans rentrer dans les détails de prix parce que tout est confidentiel. Mais tu peux te faire une vraie source de revenus. Ah ouais. Là, t'en as cité pas mal. Hein, il y a beaucoup de choses à faire sur Internet. Beaucoup de choses à faire. Donc en gros, du moment où tu es bon dans un domaine, il faut juste t'y mettre. Soit choisir la voie de la création de contenu, soit choisir la voie anonyme. Ouais, c'est ce que j'appelle grande porte et petite porte. Totalement. Tout dépend du profil de chacun. Tu vois, il y en a, ils aiment pas s'afficher, par exemple. Ils veulent pas qu'on voit leur tête. Tu peux prendre la petite porte, tu fais ça tranquille, tu te formes, parce que franchement, l'ignorance coûte 2 fois plus cher que le savoir. Mais si tu te formes, tu as un modèle, quelqu'un qui réussit bien dans ce que toi tu veux faire de manière honnête, tu as trouvé quelqu'un de sincère, parce qu'il y a beaucoup de charlatans sur Internet. Totalement. Beaucoup vont te mentir, j'ai fait tel chiffre, j'en ai même connu des gens. Et je m'associe pas à ça. Dès que je vois ça, finalement, faut que je sois ignorant. Mais si je le sais, je m'associe plus à ça. Je m'éloigne de ça le maximum possible. Parce que comme je le dis, il faut 10 ans pour bâtir une réputation, seulement 5 secondes pour la détruire définitivement. Totalement. Yeah. Ah ouais. Très intéressant de le savoir. Et là, carrément, j'ai envie de quitter la partie produits digitaux, etc. Bon, peut-être on va y revenir. Mais là, moi, j'ai envie de savoir, quand tu arrives en France, déjà, comment tu arrives à gérer l'équilibre vie personnelle et business quand tu démarres. Et surtout quand ça commence réellement par te rapporter, tu vois que, ah oui, Internet, je peux commencer par en vivre. Comment est-ce que tu arrivais à gérer l'équilibre? C'était pas évident et c'était très difficile mentalement, mais il y avait une sorte d'organisation, pouvoir m'organiser, avoir une liste de priorités aussi. Il y a, je pense, c'est Nicolas Taleb qui dit « Ne jamais laisser l'école interférer entre toi et ton éducation. Ne laisse jamais l'école interférer entre toi et ton éducation. L'école, c'est une chose, mais ton éducation, c'est tout ce que tu vas apprendre par expérience dans la vraie vie. L'éducation est totalement différente de l'école. Donc, peu importe ce que je faisais, je continuais quand même de me former en parallèle parce que pour moi, c'est ça la vraie éducation. Pas les XY, 2x carré qu'on va m'apprendre en classe. Ça, c'est pour moi. J'avais compris que c'était vraiment débile ce truc-là. Parce que dans la vraie vie, jusqu'à présent, je le vois pas. Hein. 2x carré, là, je l'ai jamais retrouvé après. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Mais le fait d'avoir une liste de priorités, j'avais ma priorité qui était le fait de bâtir mon empire, de bâtir ma liberté financière. Et en parallèle, j'essayais quand même de garder cet équilibre en classe. C'était un peu ça qui comptait pour moi et ça m'a permis de tenir un peu. Sinon, c'était pas évident. Mais tu peux pas être bon dans 2 endroits. Faut choisir où tu vas être bon. Il y en a qui veulent être bon dans tout. C'est débile. Il y a un peu ce que j'appelle la loi de la focalisation. Je prends un ballon de foot, je prends un stylo ou un couteau. Si le ballon de foot représente par exemple l'énergie, la force que tu as en toi, si je mets un seul trou dans ce ballon-là, tout l'air qu'il y a dans ce ballon-là va se diriger vers ce seul trou-là. Donc, il va y avoir une forte quantité d'air qui va sortir. C'est comme un pneu aussi. Tout ça. Donc, il y aura une vraie quantité. Donc ça, imaginons que cette quantité-là qui sort, c'est l'énergie que tu vas donner à un objectif qui est dirigé vers ce trou-là. Donc, il y a beaucoup plus de chances que tu atteignes cet objectif-là. Maintenant, si je mets 2 trous sur le ballon, tu sais que 50% va aller là ou 50% va aller là. Parfois même, c'est pas tout qui sort. Donc, 20% ici, 30% ici. Si je mets 3 trous, c'est pareil. Donc, il y en a, ils veulent absolument tout faire et être bon dans tout. Non. Quand j'étais un peu dans cet équilibre-là entre boulot, études, et mon business,
j'avais ma priorité. Ma priorité, c'est-à-dire peu importe qu'il fasse nuit ou jour, je sais que ma priorité, ce qui va vraiment me sauver la vie, c'est mon business que je suis en train de développer. Parfois, je pouvais rentrer à 2 heures du matin. Je me mettais quand même là, à filmer, à 2 heures du matin. Je prenais cette vidéo-là, je la gardais. J'allais en classe. Quand c'était la pause, pendant que les gens vont aller fumer et discuter entre eux, je prenais mon ordi, je faisais mon montage pendant cette pause-là. Et le soir, je publiais ma vidéo. Sinon, parfois, je faisais du ménage. J'amenais mon ordi avec moi. J'écoutais des livres audio pendant que je faisais du ménage avec mon AirPod. Quand j'étais un peu en pause, je prenais mon ordi dans le local. Parfois, c'était tellement serré que je me costais comme ça à la porte du local pour ne pas que quelqu'un rentre et me trouve en train de travailler parce que c'est interdit. Donc, je me bloquais là. Quand quelqu'un vient, c'est moi d'abord, tu pousses. J'ai le temps de fermer mon ordi, de le cacher. Après, on va commencer à discuter. Donc, pendant ce temps-là, je faisais du montage. Je faisais ça et ensuite, le soir, je publie. Donc, il y avait une vie organisée, désorganisée d'une certaine manière, mais j'avais mes priorités. Totalement. Et comme ça, j'étais pas le meilleur en classe, j'avais plus besoin de ça. Ceux qui essayaient de se comparer ou de me mettre dans des bâtons dans les roues, je les trouvais ridicules. Il y en a aussi qui me fatiguaient au boulot. Franchement, dans le monde du travail, c'est vraiment difficile. Tu arrivais à retard de 5 minutes, la dame, au lieu de s'occuper de son travail, va dire au chef, il est encore arrivé à 5 minutes de retard. Je me disais, putain, moi, je pouvais pas devenir salarié, c'est pas possible, je vais tuer quelqu'un. Ouais, c'était vraiment difficile, mais je prenais sur moi parce qu'elle comprenait pas que j'étais là que temporairement pour avoir de quoi payer mon loyer. Mais elle me mettait des bâtons, j'avais beaucoup de difficultés comme ça, alors qu'on faisait de la plonge, frère, tu vois. Donc, tu faisais ça aussi, et le soir, je rentrais, mais j'avais ma priorité. Ma priorité dans tout ça, c'était mon business que je développais. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être à l'abri. Totalement. Ah ouais, ok, super. Et là, dans l'une de tes vidéos que j'ai suivies, tu parlais en bref, de ta relation que tu étais en couple. Et après, que ton ex de l'époque t'a quitté. Comment tu as vécu ça? Déjà, cette période-là, c'était quand tu démarrais sur Internet, quand tu étais en plein dans le développement personnel. Qu'est-ce qui s'est passé Rien contre cette personne. En vrai, cette personne m'a beaucoup apporté, a contribué énormément à mon intégration. Grâce à cette personne, quand je parle français, tu as l'impression que je suis né ici, mais parce que j'étais entouré de gens finalement qui étaient d'ici et qui m'ont permis de m'intégrer facilement. Mais il y avait des dissonances qui commençaient à se poser. Moi, j'avais mes ambitions qui se développaient de plus en plus. Mais si la personne ne comprenait pas ça, c'était difficile. Donc, il me fallait plus de temps pour entretenir cette relation et j'avais pas ce temps-là parce qu'il fallait bâtir un empire. Quand tu es jeune aujourd'hui, ça ne veut pas dire faut pas te mettre en couple. Mais choisis bien avec qui tu vas te mettre parce que ton partenaire va être soit l'accélérateur de ta réussite, soit le ralentisseur de ta réussite. Donc quand tu es avec quelqu'un, rassure-toi que cette personne va être soit l'essence. La personne va te pousser à travailler, à charbonner ou même se mettre dans ton ambition d'aller bâtir un empire ensemble plutôt que d'être un obstacle. Ouais, tu travailles beaucoup, t'as pas le temps, viens on fait ça, mais tu n'es jamais disponible. Pourtant, elle sait que tu as une mission à bâtir. Donc il faut bien observer avec qui tu te mets parce que le partenaire de ta vie ou le partenaire que tu vas choisir ou la partenaire que tu vas choisir détermine l'un des choix les plus importants de ta vie. Donc moi, pour moi, c'était un peu ça. J'étais avec quelqu'un finalement qui ne comprenait plus ma vision. Le fait que je sois occupé, je bougeais par-ci, ça ne payait même pas à ce moment-là, mais je commençais à bâtir quelque chose. Mais si la personne ne croyait pas en cette vision-là, moi j'avais un projet pour nous, mais la personne non. Finalement, ça pouvait pas matcher et ça, c'est parti là où c'était bien pour elle, tu vois. Là où il y avait quelqu'un de plus disponible, quelqu'un de plus attentionné, c'est parti là-bas. C'était difficile pour moi parce que je me suis beaucoup attaché. Moi, j'avais des visions et tout ça, des ambitions pour nous. Et donc ça m'a mis KO. Mais un militaire, même s'il a une balle, il va se relever et continuer de marcher. Et moi, j'ai continué à faire mon chemin. Aujourd'hui, je suis très bien content d'avoir fait ce choix-là. Et mon conseil à tout jeune qui regarde cette vidéo, si vous êtes en couple aujourd'hui et que votre partenaire vous dit de choisir entre vous et elle, choisissez votre rêve. Même pas vous et elle, plutôt votre rêve, votre passion. Et elle, choisissez votre rêve, choisissez votre passion, choisissez vos ambitions. Parce que si vous quittez vos ambitions, vos rêves pour elle, un jour, elle va vous quitter pour quelqu'un qui a de meilleures ambitions. Elle va vous quitter parce que vous n'avez pas de grands rêves. Par contre, si vous choisissez vos ambitions et que vous réussissez vos ambitions-là, cette même personne va regretter un jour et aura envie de revenir encore dans votre vie parce que vous aurez fait le bon choix. Il faut se bâtir. Il n'y a pas de dignité dans la pauvreté. Carrément. Ah là, c'est plus punchline qu'un... C'est la vérité. Il n'y a pas de dignité. Pas de dignité dans la pauvreté, il faut vraiment se croyer. Choisir l'option qui arrange le plus. Et oui. Et aujourd'hui, est-ce que Caramo est en couple? Oui. Ah ouais. Ouais. J'aurai l'occasion de découvrir, mais j'ai toujours été très discret sur ma vie. Totalement. Avant, j'osais même pas dire je suis en couple ou pas. Parce que je parle beaucoup de silence dans mes vidéos et c'est assez important d'être discret sur sa vie privée. Je n'ai pas eu besoin de m'afficher avec une relation ou de partager ma vie privée pour être jusque là où je suis aujourd'hui. Et je pense pas si j'en ai encore besoin pour être là où je dois être. C'est pour ça que je dissocie les deux. Ma vie privée reste vraiment privée et mon travail reste mon travail, quoi. Mais oui, c'est pas un cœur à prendre en tout cas. Carole n'est pas un cœur à prendre. Voilà qui est clair tout simplement. Et là, aujourd'hui, toi, quels sont tes objectifs, surtout en termes de communauté, en termes de social, tout ce qui a rapport avec ce à quoi tu ambitionnes d'ici quelques années, principalement. Merci.
On est encore petit, moi je me dis. Tu vois, je suis jeune encore, il y a beaucoup de choses encore à bâtir. Je suis énormément en gratitude avec tout ce que j'ai pu bâtir jusque-là. Mais je sais qu'on va encore aller beaucoup plus loin. Je faisais beaucoup de conférences en Afrique. C'était pour moi une façon de donner parce que moi je viens de l'Afrique et l'Afrique a été le déclencheur de ce rêve-là. Donc je quittais ici des choses pour faire des conférences là-bas qui sont pas rentables. Mais c'était comme une façon de contribuer avec le système que je vois. Donc on fait des conférences, on va faire facturer ça parfois des 10 euros, 20 euros, parfois 30 euros juste pour pousser les gens à participer. Mais c'est pas là qu'on est vraiment rentable. Mais ça, c'est ma façon pour moi de contribuer. Et ça commençait un peu à m'épuiser ces derniers temps-là. Je devais être au Bénin le 6, justement. C'était le 1er novembre. On a décidé de remettre ça à plus tard. Et parce que c'est difficile de rouler en Afrique, de circuler d'un pays africain à un autre. Si tu es au Bénin et que tu vas arriver à Kolwezi, regarde le schéma. Tu vas passer par Togo. Ensuite de Togo, tu vas aller à Kinshasa. De Kinshasa, d'habitude, il y a un vol entre Kinshasa et Kolwezi, mais actuellement, il n'y en a pas. Donc, tu vas prendre un vol de Kinshasa à Lubumbashi. À Lubumbashi, déjà, entre les deux, tu as 700 euros à payer aller-retour. Et ensuite, à Lubumbashi, apparemment, on doit prendre un bus de 6 heures pour arriver à Kolwezi. Et encore le retour, le même schéma. C'était tellement épuisant que finalement, on s'est dit, c'est pas vraiment la peine de se mettre dans autant de danger. Moi, j'adore le Congo, par exemple, mais ça reste quand même un pays où il y a la guerre et ainsi de suite. Alors, pourquoi se mettre dans un quart de 6 heures du temps avec 2 valises, des trucs comme ça? Je pense qu'on n'en est pas là. Peut-être louer une voiture, mais combien de temps on va avoir pour tout ça? Donc on a décidé d'annuler une date, c'est celle de Kolwezi, et de reporter celle du Bénin à décembre. Donc le 22 novembre, exactement le 22 novembre, on sera à Kinshasa pour une grande conférence autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et du digital aussi. Il faut toujours parler du digital, initier les gens. Mes conférences se passent toujours en 2 parties. Une première partie où on éveille les consciences, on brise les barrières limitantes avec les vrais principes de développement personnel. Et la deuxième partie où on aborde vraiment le digital. Toutes les opportunités dont on vient de parler ici, comment tu peux transformer ta vie, prendre ton talent et devenir une source de lumière pour d'autres personnes et gagner ta vie avec ça. On parle de ça concrètement. Donc le 6 novembre, c'est 22 novembre Congo, Kinshasa, et le 6 décembre à Cotonou pour ces conférences-là, à l'hôtel Azalaï. C'est ça. Mais mon combat, du coup, pour répondre à ta question, moi je me vois toujours apporter, servir. Mais je pense que je vais faire un petit recul pour encore mieux revenir dans ce combat-là. Ça veut dire que je pense pas si en 2026, je vais faire beaucoup de conférences. J'en ai fait beaucoup ces 2 dernières années. En 2026, on va faire une petite pause. Parce que c'est pas là qu'on est rentable, mais je pense qu'on a déjà donné suffisamment. Donc on va se concentrer sur nos différents business. On a beaucoup d'autres sources de revenus qui sont beaucoup plus fiables que les conférences. Mais plus tard, c'est de parvenir à remplir des stades autour du développement personnel et de l'entrepreneuriat, que ce soit en Afrique ou en France, mais pour la diaspora, pour les Noirs, pour les Africains, pour nous permettre de nous élever. Tout à fait. Yeah, ça c'est un peu la mission à la Tony Robbins. J'ai participé à une conférence de Tony Robbins. Il y avait 14 000 personnes dans la salle. Et le but, c'est de pouvoir reproduire de mêmes choses comme ça, réunir des dizaines de milliers de personnes. S'il n'y a pas de salle comme ça, c'est pas grave, on prendra des stades, mais on le fera. Peu importe qui nous finance ou pas, on le financera nous-mêmes s'il le faut, mais on le fera. Et ça, en toute sympathie et en toute envie de contribuer à l'éveil des consciences dans notre continent. Tout simplement, t'as juste pas oublié d'où tu viens. Non. Tout simplement parce qu'il faut l'avouer qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent en Europe, ils se rappellent pas avoir vécu en Afrique. On en a vu. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, en parlant de ça, Kinshasa en novembre et en décembre, tu es chez moi. Yeah. Est-ce que tu connais la place qu'occupe aujourd'hui le Bénin dans l'écosystème Je suis digital? très admiratif extérieurement. Parce qu'à l'époque, quand tu dis Bénin, on pensait au... Comment on dit ça? Vautour? Au Vaudon. Ouais, comment on dit ça? Au Vaudon. Vaudou. Ouais. Ok, dès que tu disais Bénin, on disait Vaudou, on disait sorcellerie. Ouais. Il y en a encore quelques-uns qui pensent ça, mais c'est ignorer vraiment la vitesse figurante que le Bénin est en train de prendre en termes de digital, d'innovation et tout ça, tu vois. J'ai pas encore été, mais de tous les retours que j'ai au maximum, c'est waouh, c'est un pays qui est en train d'aller à une vitesse incroyable et la jeunesse est très ouverte au digital. T'en es la preuve, t'es à fond là-dedans et je vois plein d'autres jeunes, je vois des marques qui se créent chez vous, il y a ta plateforme Maketou, il y a plein d'autres plateformes aussi, ainsi de suite, qui se mettent en place. Je bosse avec celle qui s'occupe de toutes mes pages de vente, ainsi de suite. Elle est au Bénin. Tu vois, je sens qu'il y a un potentiel qui est là et j'ai envie d'aller voir ça aussi de mes propres yeux. C'est pour ça que j'ai décidé de repousser ça pour aller tranquillement voir de mes propres yeux ce qu'il y a et profiter aussi, faire cette conférence-là et contribuer aussi à notre petite manière. Mais j'ai hâte. Non, franchement, tu seras pas déçu. Je crois que ça sera ta meilleure date de l'année. T'as bien fait, je crois que c'est ta dernière date. C'est ça. Ouais, ça sera ta meilleure date parce que carrément au Bénin, les gars, Ah je sais bah. que vous allez pas me décevoir. Genre, on fait ça le plein et même, j'aurais même pensé que même si tu faisais le Palais des Congrès, c'est la plus grande salle de notre pays, 1200 places, je crois que t'aurais fait. Mais Pourquoi de toutes pas les façons, Peut-être que d'autres années on fera parce que c'est. il y a pas de souci. J'espère, tu seras là et peut-être oui. que tu seras parmi nous parce que Ouais. c'est en décembre là du coup. Ouais, je ferai le déplacement. Y a pas de souci, si tu veux on ira ensemble hein, de toute façon. Ah ouais. Ouais, parce que Pourquoi j'y vais fin novembre. Dès que je finis Kinshasa, je reviens. Après, ça sera mon anniversaire, donc je vais faire ça tranquillement, je vais profiter. Et après, on va repartir. On va faire ça bien. pas. Avec plaisir, on a gagné ça alors, il n'y a pas de problème. Et voilà, ne l'oubliez surtout pas. De toutes les façons, je partagerai également
quelques tickets, ça c'est sûr. Il Pour sera, apporter- ouais, j'ai oublié de dire, il sera probablement sponsor aussi. Il va Ah oui. aussi être parmi les sponsors de cet événement-là. En tout cas, merci. Merci Ça fait pour ce que plaisir. tu fais aussi. Je sais qu'on a eu à collaborer ensemble pour Mac et tout. Maquetou. Peut-être que vous verrez la vidéo avant ce podcast-là, je pense. Ouais. En tout cas, merci aussi pour le travail que tu fais. Mon seul conseil, c'est ça. Je ne te connaissais pas beaucoup. On nous a connectés et puis on a collaboré, on a travaillé. Il faut continuer d'impacter, continuer d'apporter et continuer d'être transparent dans ce que tu fais. Ça va te mener plus loin par rapport à tous ceux qui font la même chose que toi. Tant que tu es transparent et que tu es honnête avec les gens, ça peut aller plus vite. Bien sûr, c'est dans un domaine où vous devez quand même prouver un lifestyle, ainsi de suite. C'est différent de nôtre. Mais s'il y a une sorte de transparence et il y a une sorte de crédibilité, ça va te mener très très loin. Pense toujours long terme, même si ça doit t'empêcher de faire quelques sous dans X endroit, Y endroit, mais pense toujours long terme et ça va ouvrir encore beaucoup de portes devant. Il y a beaucoup de choses à faire. T'es encore jeune, t'es un bébé même. Ouais, totalement. Totalement. Donc Et voilà, avoir ton parcours, je pense que c'est le meilleur conseil que je reçois depuis que je suis venu en France. Merci à toi, Caramo. c'est important, c'est important. Merci, c'est un conseil d'aîné, de grand frère. Ça fait plaisir et je reçois ça. Compte sur moi pour ça. Et voilà, je crois que sur ça, je vais juste te demander maintenant ton mot de fin, Caramo, par rapport à tout ça, avant qu'on ne se sépare. Mon mot de fin, ça serait, ce podcast-là a été tiré, on va dire, sur, on a parlé de dev perso, d'entrepreneuriat, de digital. Mais moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que demandez-vous, les gens qui font des choses, quelle est la différence entre vous et ces gens-là? Est-ce que c'est des gens qui respirent de l'air et vous aussi? Eh ben, si c'est le cas, vous pouvez aussi le faire. Si c'est des gens qui respirent de l'air et vous aussi, ou que c'est des gens, ils ont du sang ici qui circule dans leurs veines et vous aussi, alors il n'y a pas de différence. Si les autres peuvent le faire, vous aussi vous pouvez le faire. Il n'y a pas de personnes extraordinaires. Toutes les personnes sont des personnes ordinaires qui ont décidé d'activer leur côté extraordinaire. Et peu importe le rêve que tu as aujourd'hui, peut-être que tu ne sais pas comment y arriver. Mais rappelle-toi toujours pourquoi tu dois être là-bas. Si tu sais pourquoi, le pourquoi finit toujours par trouver le comment. C'est pour ça que je ne peux pas finir une vidéo sans dire toujours suivez vos rêves. Même si vous ne savez pas c'est quoi le chemin, mais le rêve ou les rêves connaissent le chemin. Voilà, c'est sur ça aussi que je vais terminer. Suivez vos rêves, car ils connaissent le chemin. Merci, Caramo. Merci mon gars. Ça fait plaisir.